Bonjour à tout le monde. Je suis Michele Polastri, du support technique SIA. Merci de m'indiquer si vous entendez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, aussi de changer les paramètres du micro. Donc, normalement, vous avez une petite boîte pour les questions. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez bien et voilà, ici quelques instants, on va démarrer avec les webinaires. Ok, je vois qu'on le numéro des participantes, il a augmenté beaucoup, donc ça signifie que vous êtes tous connectés. Et on va partir avec la présentation de ces webinaires sur l'analyse linéaire des phases de construction avec SciEngineer. Juste avant de démarrer, je vais juste vous indiquer voilà, quelques informations au niveau de GoToWebinar. Les sons des participants sera coupé pendant la présentation, mais vous avez une case pour les questions. Donc, vous pouvez poser des questions ou s'il y a des problèmes techniques, voilà, des sons, vous pouvez quand même les indiquer aussi dans cette boîte. Le webinaire, c'est toujours enregistré. Donc, ici, on a juste une partie un peu plus live entre les utilisateurs et nous du support technique. Mais donc, ce sera toujours enregistré et publié sur la chaîne YouTube des SIA. Donc, vous avez toujours la possibilité de revoir ce que je viens d'indiquer, tester les projets, éventuellement nous contacter au niveau du support technique. Les webinaires, l'agenda du webinaire est constitué de 3 parties. La première 2, c'est un peu la partie plus vite. Donc, au tout début, je vais vous indiquer un peu toutes les informations au niveau des phases de construction dans les passés, présents et futurs des SIA. Après, on va rentrer plus dans les détails avec les modificateurs des modèles. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, comment on peut les utiliser et comment on peut les appliquer dans ces cas spécifiques des phases de construction linéaire avec ce type de modificateurs. Donc, au tout début, on va partir avec l'explication un peu des phases de construction dans SciEngineer. Donc, comme vous savez, depuis la version 2017-2018, on est passé aussi avec un solveur à 64 bits. Dans les versions, donc il y a 2 versions que vous pouvez télécharger sur SciEngineer. Dans la version en 32 bits, vous avez quand même toujours les phases de construction linéaire, comme ils étaient définis au tout début. Ça, c'est possible aussi, dans ce cas, c'est possible aussi de lancer un calcul des phases de construction non linéaire et une analyse en fonction du temps en 2D. Dans la version 64 bits, à aujourd'hui, il n'y a pas de phase de construction implémentée en direct. Donc, on peut dire un passage, une structure pas à pas avec laquelle vous pouvez implémenter les phases de construction. Mais ça, c'est effectivement déjà parti au niveau du planning. Donc, on ne sait pas encore la version souhaitée, c'est la version 23 du logiciel. Juste pour, voilà, ne vous pas indiquer que c'est la version 30. Donc, c'est normalement dans la version 23. Bien sûr, voilà, tout ça dépend si le planning va comme on a effectivement planifié. Et l'idée, c'est d'avoir donc des phases de construction linéaire, des phases de construction non linéaire. Et la nouveauté, voilà, c'est effectivement d'avoir aussi la possibilité de lancer des analyses en fonction des temps, soit en 2D qu'en 3D. Donc, la nouvelle, effectivement, partie des phases de construction, ça sera implémenté vraiment à nouveau. Donc, ça sera un gros travail par notre part. Et c'est déjà
voilà, comme je vous disais, définis au niveau des plannings. Donc ça, c'est les moments, comme j'indiquais aussi hier avec les utilisateurs qui nous ont nous joints à l'Opéra, de nous contacter, soit au support, soit après au niveau produit, pour indiquer effectivement les manques des SIA dans les anciennes versions, les idées éventuellement que vous avez, et ou éventuellement juste avoir un échange avec notre département produit pour voir comment ils vont être implémentés et donc avoir une discussion effectivement, car le but, c'est toujours que les utilisateurs ils soient contents avec les logiciels qu'ils utilisent et qu'ils utilisent les fonctionnalités basées sur leur propre méthode aussi d'analyse. Un peu comme, voilà, on fait pour tous les autres sujets. Donc ça, c'était la première présentation. La deuxième partie, c'est vraiment dédié au modèle modifier, donc les modificateurs des modèles. Vous pouvez les activer au niveau des fonctionnalités. Et normalement, il n'y a pas une licence particulière, voilà, pour activer les modificateurs des modèles. Vous avez toujours la chance de les activer. Et vous pouvez les retrouver dans les panneaux décisifs, dans les menus structure, dans la partie modificateur des modèles, mais en général, dans la partie structure, vous retrouvez après la zone des modificateurs des modèles. Comme vous voyez, il y a des absences d'appui, des absences d'éléments en D ou 2D ou des sous-régions. Donc, c'est quoi une absence? Pratiquement, lors de l'analyse, l'élément indiqué en absence, il ne va pas être partie du modèle analytique pour les calculs, donc il ne va pas jouer sur la rigidité de la structure pendant l'analyse du projet. La même chose, ou même similaire, c'est le modificateur de rigidité sur les éléments 1D et 2D. Donc la rigidité de l'élément, elle va être modifiée dans cette propre type d'analyse. Les modificateurs donc de rigidité, ça peut avoir aussi d'autres possibilités, voilà, de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça peut être utilisé bien sûr aussi pour donner moins de rigidité lors d'une analyse dynamique sur les voiles, tenir en compte de la fissuration avec un coefficient sur la rigidité de l'élément structurel sur certains cas de charge ou sur les projets dans sa totalité. Comment on travaille au niveau des modificateurs des modèles? On travaille à travers des groupes de modificateurs. Donc, tout simplement, vous pouvez définir dans un seul cas de charge des modificateurs des groupes de modificateurs avec des modificateurs des modèles qui sont associés au cas de charge même. Ça signifie que vous pouvez soit appliquer une absence au modificateur des modèles lors d'une analyse sur tous les modèles, mais aussi juste sur un seul cas de charge. Un exemple très, très pratique de modificateur des modèles qui est présent effectivement et qui est montré dans un autre webinaire dédié plutôt à la partie dynamique avec les modificateurs des modèles, ça peut être que vous allez indiquer quand même dans une analyse modale que certains types de contreventements ne sont pas pris en compte. Vous allez les ajouter au niveau de l'absence. Dans un calcul non linéaire classique ou dans un calcul non linéaire classique que vous faites en statique, ils ne vont pas être considérés. Et là, vous avez la possibilité effectivement d'indiquer ce groupe de modificateurs spécifiques pour l'analyse dynamique et ça peut vous permettre de ne pas tenir en compte dans l'analyse dynamique d'un des deux contreventements, par exemple, pour avoir la correcte rigidité au niveau du modèle. Ça, c'est juste un des exemples, mais vous avez plusieurs. Vous pouvez, techniquement, vous pouvez avoir un même projet et lancer deux analyses complètement différentes. Si je vais prendre un projet, imaginons un, avec des voiles en béton. Dans le projet 1, j'ai 4 charges, poids propre 1, permanente 1 et variable 1. Je vais ajouter autres 3 cas de charge, permanente 2, variable 2 et poids propre 2. Et je peux lancer deux calculs séparés dans le même projet, une avec les premières types de cas de charge avec la structure qui travaille avec la rigidité complète, une avec les deuxièmes cas de charge où je vais considérer, par exemple, un état de fissuration, donc je vais agir au niveau des modificateurs de rigidité. Donc, dans les mêmes modèles, vous pouvez lancer deux modèles séparés, on peut dire, avec deux rigidités complètement différentes lors de l'analyse.
ce type de calcul et d'absence et des groupes de modificateurs, je vais vous montrer en live maintenant comment ça marche et après je vous indiquerai quelques autres informations. L'exemple qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un exemple des phases de construction. C'est quoi la limitation au niveau des phases de construction linéaire avec ce type de modificateur de modèle par rapport à les phases de construction qu'on avait dans la 32 bits en linéaire? C'est tout simplement que dans les phases de construction qu'on avait implémentées, vous pouvez aussi avoir une phase d'une section. Donc, si vous avez une section mixte, béton, acier, vous pouvez, dans la version 32 bits, lancer avant l'analyse juste de la section acier et après l'analyse de la section acier et avec la partie mix béton. Ici, quand vous allez définir une section, c'est cette section-là. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des phases au niveau de la section. Par contre, vous pouvez avoir des phases au niveau des éléments, des modèles, des appuis. Dans ce cas, par exemple, la première phase, c'est juste avec des poteaux avec des appuis fixes. On va ajouter la poutre horizontale de notre ouvrage d'art, imaginons. On va ajouter les poutres latéraux avec les appuis latéraux. On va ajouter des appuis intermédiaires et on va enlever les poteaux. Et tout à la fin, on aura la dernière phase où tous les projets, on peut dire aussi les appuis intermédiaires, ils sont enlevés. Et notre ouvrage d'art, il est complet et il peut travailler sur avec une poutre voilà, unique. Je vais donc transférer l'écran sur SIA, là où j'ai déjà défini un matériau. Mais en général, on peut définir béton, acier, ça c'est juste une analyse. Donc, peu importe les types de matériaux qu'on va définir dans ces cas spécifiques, dans ces exemples spécifiques. On peut définir les modificateurs des modèles sur une structure 2D ou 3D. Je vais partir sur cet exemple 2D classique, voilà, un peu plus simple. Et donc, l'unique chose qu'il faut ne pas s'oublier, c'est d'activer dans les fonctionnalités les modificateurs des modèles. On peut partir dans ce cas sur ces nouveaux projets. Et comme pour les phases de construction qu'on avait dans la version 32 bits, la première chose à faire, c'est de créer les projets dans sa totalité. Donc, le projet, quand même, il doit être créé totalement avant de définir les différentes phases. Pour définir ça, on va passer à la bibliothèque des sections. On va définir une section pour la poutre et une section pour les poteaux. Je vais prendre deux sections complètement différentes. Donc, je peux me mettre voilà. Là, ça, c'est la première section que je vais définir. Et la section pour les poteaux, je vais juste définir un poteau circulaire. Ah, ça, c'est polygonal. Bon, je vais définir circulaire, pardon. Voilà. Bon, comme ça, je vous montre les deux fonctionnalités. OK. Donc, on a notre deux sections au niveau du modèle. Et la première chose, je vais créer un poteau. Donc, je vais créer mon poteau circulaire et je vais indiquer donc point d'intersection en bas et une longueur, par exemple, de 5 mètres. Voilà. Je vais définir 8 mètres entre les deux poteaux et après, je vais créer mes poutres. Dans ce cas, je peux utiliser l'option poutre. Donc, je peux indiquer une longueur dans ce cas de 8 mètres et je vais indiquer une section, l'autre section que j'ai indiquée. Voilà. OK. La deuxième étape et aussi la dernière, c'est de définir les différents appuis. Donc, je vais définir des appuis en nœud. Dans ce cas, encastré pour tout ce qui concerne les poteaux. Je vais juste augmenter éventuellement l'échelle des données. Voilà. Plus visuel. Et après, donc, je vais mettre des appuis rotulés
sur les côtés. Et pour ajouter des appuis intermédiaires, si on veut les ajouter, donc on peut, dans ces cas spécifiques, on va travailler avec des modificateurs des modèles qui sont absence d'appui nodal. Donc là, on va créer un nœud interne sur l'élément. Je vais activer les milieux. Voilà. Donc, je vais créer des nœuds internes sur l'élément pour aller assigner des appuis nodales. Dans ces cas, je peux assigner des appuis glissants aussi. Le modèle, il est complet et donc je peux passer à la partie des phases. Donc là, je vais rentrer dans les différents cas de charge et je vais créer un cas de charge pour chaque phase. Dans notre cas, on a 5 phases, donc je peux copier les poids propres dans les différentes phases. Dans ce cas spécifique, je dois considérer voilà, les poids propres sur toutes les différentes phases, car effectivement, ça sera lancé les poids propres pour chaque type de cas de charge. Donc, la situation sera différente pour les poids propres 1, la structure sera différente dans LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, mais donc, il doit tenir en compte du poids propre dans les 5 phases. Dans la dernière phase, on va aussi définir une cas de charge, ça peut être permanente, ça peut être variable, peu importe. Et là, donc, je vais indiquer LC1, phase 1. Phase 2, je pouvais les faire, je vais voir si j'arrive à les faire plus facilement. Comme ça, voilà. Ah non, ça va pas quand même changer. Ok, phase 3, phase 4 et phase 5. Après, on a dit notre cas variable. Ok. Une fois qu'on a défini les différentes phases de mon projet, donc les cas de charge associés, si vous avez des cas de charge permanentes dans la phase 3, par exemple, vous pouvez tranquillement créer un nouveau cas de charge juste pour la phase 3. L'important, c'est, comme on voit ici, qu'on se rappelle effectivement des différents cas de charge qu'on va implémenter. Donc, on va juste indiquer la phase correcte. On n'est pas obligé d'écrire phase, par contre. Voilà, c'est juste une description. Au niveau des modificateurs des modèles, après, on passe au groupe des modificateurs. Et c'est là où on va définir un modificateur pour chaque phase. Donc là, je peux aussi indiquer modificateur modèle, par exemple, phase 1. Et après, je peux le copier et indiquer pour les 5 phases. Après, je vais appliquer donc, les différentes absences dans chaque groupe de modificateurs. Pour passer au groupe de modificateurs, on va juste rentrer dans les cas de charge et on va indiquer groupe de modificateurs et lieu de gérer les cas de charge. Ça va changer les menus complètement et je peux partir avec les premiers modificateurs des modèles. Dans ces cas spécifiques, je vais afficher aussi les appuis. Voilà. Dans ces cas spécifiques, on ajuste les poteaux. Donc ça signifie que je dois ajouter des absences d'éléments en D. Et je dois définir après des absences d'appui. Là, comme vous voyez, il y a deux symboles différents, un pour les absences d'appui et un pour les absences d'éléments. Ça, c'est la phase 1. Donc là encore, on a juste défini que dans cette groupe de modificateurs, il manque ce type d'informations. Donc ça n'est pas encore lié à aucun cas de charge. Ça, on est juste en train de créer des groupes différents. Pour l'assigner en cas de charge, il faut aller effectivement rentrer après dans les différents cas de charge. Voilà, dans les différents cas de charge. Et dans la phase 1, je peux aller gérer mon cas de charge et aller appliquer les groupes de modificateurs de la phase 1. Ça signifie que pour la phase 1, il calculera effectivement les poids propres juste des deux poteaux. Je dois faire la même chose maintenant pour tous les autres groupes. Donc, je vais aller un peu plus vite et je vais
créer donc des absences d'appui. Maintenant, là. Ok, ça c'est encore plus simple. Et des absences d'éléments. Donc ça, c'est notre phase 2, juste pour vous montrer. Phase 2, on a juste cette partie. Dans la phase 3, on va considérer pratiquement toute la structure à part les deux appuis intermédiaires. Donc, phase 3, dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. On a de moins et moins d'éléments à indiquer. Maintenant, je vous montre à nouveau les symboles. Et après, donc, on a la phase 4, que c'est donc là, il n'y a plus de poteaux, il y a les appuis intermédiaires. Et la phase 5, où on a juste la poutre principale. N'hésitez pas à m'indiquer, effectivement, si il y a quelque chose, si je vais trop vite, s'il y a des commandes que vous ne connaissez pas, sans aucun problème. Voilà. Donc, dans ce cas, tout a été effectivement défini au niveau des phases. Donc, on va rentrer au niveau des cas de charge. On peut rentrer ici à gérer. On peut effectivement rentrer aussi dans les menus charge, aller gérer les différents cas de charge. Et après, donc, c'est très simple, ajouter les différents modificateurs à les différentes phases. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs éléments pour appliquer après les phases. OK. Ce qu'il nous reste à faire, c'est juste maintenant de définir les cas de charge pour la charge pour les cas Q5. Donc là, je vais juste appliquer une charge sur l'élément. Bon, je garde la charge de base. Ça ne va pas faire beaucoup de différence, mais c'est juste pour montrer les principes au niveau des charges additionnelles qu'on peut appliquer sur la structure. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'on va juste faire, c'est avant du calcul ou après le calcul, c'est de créer une classe de résultats. Et dans ce cas spécifique, je vais ajouter toutes les cas de charge. Dans ce cas, ça signifie que ça, c'est l'enveloppe de mes phases de construction. Je vais lancer mon calcul et pratiquement, je vais lancer 6 calculs sur 6 modèles différents avec différentes informations sur les modèles. Donc là, vous voyez qu'il lance plusieurs calculs et il y a que lancer un seul car il y a 6 structures différentes avec 6 types de rigidités différentes. Voilà. On va regarder maintenant les résultats. Donc, on peut regarder les résultats par phase, que je vais juste montrer d'abord sur tous les éléments. Par exemple, si je vais prendre les moments sur tous les éléments, j'aurai aucun résultat pour la phase 1, car je n'ai aucun moment. Mais comme vous voyez, il a changé un peu les couleurs sur les poteaux pour indiquer que c'est 0. Si je vais indiquer l'effort axial, je retrouve juste l'effort axial du poteau. Et après, donc, je peux passer à les différentes phases pour aller regarder phase par phase comment la distribution des moments et des efforts internes en général, elle va être gérée par les différentes phases de construction. Donc, pourquoi c'est importante, effectivement, la définition des différentes phases et qu'est-ce que ça nous amène en plus de faire un projet par phase de construction? Très simplement, si on vient à regarder les efforts internes pratiquement d'un projet, notre projet, en réalité, ça serait effectivement
ce type de projet. Donc, si je vais cacher, ça serait plutôt ce type de projet. Donc, ça sera un élément avec cet appui-là, il n'existerait pas. Donc, je devrais cacher maintenant. Non, ah non. Je dois prendre mon temps pour les faire, donc je vais les garder ici. Voilà. Mais en général, donc c'est une poutre unique sur deux appuis. Donc, mon moment, pratiquement, ça serait ce type de moment-là. Bon, les types plus ce moment-là. Donc, ça serait la somme de la phase 5 et donc des LC5 et des Q5, tout simplement. Et mieux, ce qu'on a maintenant, c'est que sur notre structure, on a cette enveloppe de phases. Là, je vois qu'il me manque quelques informations et je pense que je devais créer deux noms internes plutôt différentes de appliquer les noms internes sur l'élément. Pas correct. Ok, donc je vais le faire tout de suite. Nom interne sur Andé. Il y a déjà les nœuds. Donc, on va voir pourquoi. Je vais indiquer. Je pense que je l'ai indiqué sur les mauvais éléments. Ok. Je vais vous représenter à nouveau les informations comme ça. Donc, voilà, je vais appliquer les nœuds internes cette fois-ci sur les bons éléments. Ok. Ok, voilà. Donc, je dois repasser pour la gestion des modificateurs des modèles. On va chercher d'aller un peu plus vite. Voilà. Oui. Les cadeaux aussi. Dans les 3, je ne l'ai pas appliqué. Non, c'est pour ça. Je suis allé un peu vite. Oui. Ok. Voilà. Et dans les 5, c'est appliqué aussi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement que maintenant, dans notre étude, on a ce type d'effort interne sur la structure. Donc, on a la possibilité d'analyser soit les comportements des poteaux, mais en général, pour la poutre aussi, on a des efforts internes négatifs pendant notre phase de construction, notre phasage de construction. Ça va intervenir aussi au niveau après des contrôles béton. Donc, si je vais prendre, par exemple, la conception de ferraillage, il y a en général sur la structure. On a que dans la phase 1, on a sur les poteaux. Dans la phase 2, après, on va passer aux autres types d'éléments. Mais en général, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, on va prendre la classe. Au lieu d'avoir que, effectivement, voilà, qu'avoir juste un renforcement, on peut dire, sur la partie inférieure de ma poutre, je vais obtenir que j'ai beaucoup d'informations en plus et j'ai la possibilité de ferrailler aussi la partie supérieure négative correctement de mon élément. Là, je vais juste indiquer voilà, les informations aussi locales. Donc là, je peux dimensionner ma structure et la ferrailler correctement. Et en général, donc ça, c'est les types de phasage linéaire qu'on a aujourd'hui. Comme je vous disais, les développements pour les phases de construction, il est en cours, mais vous pouvez déjà
utiliser ce type de modélisation pour tous les types de projets. Donc là, on a montré, c'est plutôt dédié aux ouvrages d'art, mais effectivement aussi côté bâtiment, vous pouvez retrouver et découvrir les efforts internes qui sont présents sur votre structure à chaque phase de la construction et effectivement les implémenter au niveau des logiciels pour les contrôler. L'implémentation, si vous avez une structure, par exemple, multi-étage, ça peut être toute simple. Vous allez indiquer les absences sur chaque étage par étage, par exemple. Donc, phase 1, premier étage, phase 2, premier étage plus la dalle, phase 3, deuxième étage, juste les poteaux et les poutres. Troisième phase, vous ajoutez la dalle du deuxième niveau, etc., etc. Et vous pouvez voir effectivement l'enveloppe après tout à la fin de votre phase de construction. Voilà, je vais voir si je peux retourner à mes slides. OK. Donc, en ligne générale, ça, c'était la présentation sur les phases de construction. Comme je vous disais, on a en cours de développement toute la partie des phasages. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau du support pour nous indiquer, juste nous demander d'être contactés. Et nous allons, surtout les départements produits, nous allons vous contacter pour voir ensemble effectivement aussi votre idée. Ça, c'est les moments en ligne générale. Et je vais passer aux questions. Donc, il y a une première question. Qu'est-ce qui se passe si on va mettre une charge sur un élément qui n'existe pas pour la phase en question? Tout simplement, l'élément, il n'est pas là. La charge, elle est appliquée sur l'élément. Donc, la charge, elle ne va pas être prise en compte. Comme vous savez bien, dans SIA, il va, les éléments charge, par exemple, c'est lié effectivement à l'élément. Donc, tout simplement, si on va cacher une, on va mettre une absence sur une, on va mettre l'absence aussi sur les données additionnelles. Oui, ça c'est une belle question aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y aura en plus, qu'est-ce qu'il apporte en plus les modèles phase de construction par rapport à les modificateurs des modèles? La différence, c'est premièrement, ce que je vous indiquais au tout début, c'est pour les sections mixtes. Donc, si vous avez une section mixte, vous pouvez les traiter comme mixtes dans les phases de construction. Et vous pouvez, c'est une chose qui c'est limité, voilà, au niveau des modificateurs des modèles. Au niveau général aussi, pour les calculs TDA, donc les calculs de flèches à long terme, l'analyse éventuellement de la flèche à long terme pour des structures avec la précontrainte, par exemple. En lien général, les modificateurs des modèles, c'est, on peut dire, une version plus simplifiée, voilà, qui peut permettre d'avoir quand même un certain type de phasage au niveau de la construction, mais qu'au niveau d'ouvrage d'art, en lien général, il ne peut pas aller si loin que les phases de construction. Les phases de construction, normalement, est dédiées effectivement plutôt aux ouvrages d'art et l'analyse effectivement en TDA 3D, ça va effectivement jouer beaucoup plus sur ce type d'informations et ce type de projets. OK. Les calculs au premier ordre. Alors, effectivement, ça va lier à une autre question, ou quand même une autre précisation sur les modèles. Comme vous avez vu, les modificateurs des modèles, qu'on voit là, donc au moment où on les a appliqués à différents cas de charge. Les calculs au premier ordre, donc les calculs au deuxième ordre dans SIA, donc un calcul au deuxième ordre dans SIA, normalement, il est un calcul qu'on va faire en tenant compte des imperfections et des courbures initiales, et c'est un calcul typiquement non linéaire. Bien sûr, vous pouvez lancer un calcul non linéaire sur ce type de structure, mais vous pouvez lancer un calcul non linéaire seulement si dans la même combinaison non linéaire, il y a des cas de charge qui ont les mêmes modificateurs. Donc, je ne peux pas, par exemple,
à les mettre dans une phase non linéaire, la phase 1 et la phase 2, car ils ont deux types de modificateurs différents. Par contre, je peux lancer un calcul non linéaire sur la phase 5, que sont un peu les calculs non linéaires classiques qu'on fait. Et là, je peux tenir en compte effectivement des imperfections du deuxième ordre. Il y a, par contre, tenir en compte que, par exemple, côté bâtiment, mais aussi au côté ouvrage d'art, on a la possibilité toujours, dans les menus béton, de tenir en compte effectivement aussi dans les efforts internes des imperfections, des imperfections au premier ordre et l'excentricité au deuxième ordre. Donc là, il y a effectivement cette possibilité. Ça peut être fait directement ici, donc c'est au niveau des efforts internes recalculés dans les logiciels, et ça peut être fait donc soit avec des phases linéaires comme je vais vous montrer, ou soit si vous allez lancer des calculs aussi non linéaires sur la structure, donc vous avez toujours cette possibilité. Effectivement, si vous avez une structure, par exemple, contreventé, à chaque phase, vous pouvez indiquer des non-linéarités. Si vous avez un calcul non linéaire pour chaque phase, ça, vous pouvez éventuellement les faire. Donc, à chaque phase, la structure, elle va prendre en compte après les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui soit un calcul linéaire ou non linéaire, on peut toujours les faire. La différence avec lieu et phasage de construction qu'il y aura et qui sera mise en place et que dans ce cas, les calculs non linéaires, c'est un calcul différent où pour chaque phase, la structure, l'analyse suivante de la phase suivante, elle va partir de la déformée de la première phase. Donc, si on a une structure, je vais prendre mon ami Paint pour vous expliquer. Voilà. Si nous avons une structure dans les phases de construction qu'on vient de voir, ou si vous les lancez avec les modificateurs des modèles aussi non linéaires, vous avez une phase par phase. Donc, la première phase, c'est la 7 déformée. La deuxième, c'est dans la phase 1, on a 7 déformée. Dans la phase 2, l'analyse est faite quand même sur un type de structure, sur les types de structures du début. Dans les phases de construction non linéaires, si ça c'est la phase 1, la phase 2, elle va partir et lieu dans la configuration déformée de la première phase. Bon, là, c'est pas dessiné correctement, mais c'est juste pour rendre l'idée. Donc ça sera présent dans les phases de construction non linéaires qu'on va développer. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je vais voir des... Alors, je vais voir de les prendre toutes. Éventuellement, je vais vous répondre à part. Alors, on peut modifier les conditions d'appui. Un appui glissant d'une phase devient bloqué pour la prochaine phase. Ça, normalement, avec ces modificateurs des modèles, on ne peut pas le faire car on peut indiquer qu'il y a un seul élément, qu'il y a un seul nœud, voilà, qu'il y a un seul appui sur les nœuds indiqués. Donc ça, au moment, voilà, dans ce type de phase de construction, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un raccourcissement des poteaux dans l'exemple? Oui, ça, je pense qu'on peut le faire, car on peut définir un élément effectivement qui est moins long. Et dans ce cas, donc, il va pas, c'est pas un sur l'autre. Donc, on a la possibilité effectivement de définir après des modificateurs et des absences particulières dans ce cas. Éventuellement, juste pour retourner, est-ce qu'on peut modifier les conditions d'appui? Une chose, effectivement, que vous pouvez faire, c'est de ne pas définir un nœud interne juste là. Vous allez définir un premier nœud interne là, un deuxième juste à côté, avec une distance, je suggère, au moins de 2 ou 3 mm. Et dans ce cas spécifique, vous avez la possibilité d'assigner un nouveau appui au nœud interne. Et là, vous pouvez appliquer deux conditions d'appui complètement différentes. Je ne crois pas que l'ordre aussi de quelques centimètres, ça va jouer sur les comportements total de la structure. Donc, j'espère que ça peut répondre effectivement à la question. Donc, je dirais que non, mais on a facilement une solution alternative.
Ça signifie de définir juste un nœud interne avec un nouveau appui juste à côté. Pouvez-vous montrer comment faire des modifications des propriétés dans les bétons, court terme, long terme? Oui, donc je peux vous montrer. De la même façon qu'on a appliqué par exemple, tout simplement, je vais faire un nouveau groupe de modifications. Je vais copier cette dernière, mais je vais indiquer. Donc là, j'ai copié les 5. Donc j'ai enlevé les appuis, j'ajuste la poutre continue pour partir. Mais je vais indiquer dans les modificateurs des modèles, modificateur de rigidité sur les éléments 1D. À noter que vous pouvez faire la même chose sur une plaque 2D. Modificateur de rigidité sur l'élément 1D. On va indiquer, par exemple, pourcentage de rigidité. OK. On va indiquer que voilà, à long terme, il prend 30% de la charge, de la rigidité flexionnelle, pardon, et on va l'appliquer à les poutres. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne crois pas. Groupe modificateur, pardon, je vais retester. Alors, je disais, donc modificateur de rigidité, je vais appliquer ce modificateur, sélectionner un élément. Je ne sais pas pourquoi elle l'a pas fait. Les couleurs, dans ce cas, elle est légèrement différente, elle est juste orange. Et là, donc, dans ma phase 5, la rigidité de la poutre, il est à 100%. Dans la phase 6, elle est à 30%. Donc, je peux considérer voilà, une rigidité complètement différente. OK. J'espère que ça a répondu, sinon vous pouvez me l'indiquer. Ça, c'est la même question d'avant. Donc, est-ce qu'on peut modifier les rigidités des appuis? Donc, comme je vous disais, pas directement, mais effectivement, si je vais insérer, je vais juste les montrer comme ça. Nos internes, on va l'appliquer juste à côté. Donc, je crois que si je vais indiquer un point souligne juste à côté, il le fera. Voilà. Je peux indiquer un nœud interne là. Donc, c'est juste à côté. Je vais copier les mêmes appuis. Et là, donc, je vais indiquer une rigidité différente. Par contre, oui, il faudra après, effectivement, se rappeler d'appliquer les modificateurs des modèles sur l'appui pour chaque phase. Donc, c'est un peu un double travail, mais voilà, on peut quand même le faire. Est-ce qu'on peut remplacer une caractéristique géométrique par une autre dans une nouvelle phase? Donc, une section, non, mais on peut intervenir sur les modificateurs de rigidité. Donc, comme je vais vous montrer, là, on peut intervenir effectivement sur la rigidité frictionnelle axiale, mais en général sur la partie standard, aussi sur AX et AZ et Y, et flexion juste Y. Donc, ouais, je dirais que c'est plutôt ça les types de modifications qu'on peut faire. Donc, oui, on peut intervenir, on peut pas modifier la section, mais on peut intervenir à la forme, mais la rigidité sûrement. Est-ce qu'on peut remplacer une caractéristique est-ce possible de modifier la rigidité d'un retour? Oui. Retour, je dirais que non. Pardon. Donc, on peut appliquer un retour, mais elle sera tenue en compte pour chaque phase. Ouais. Je suis en train de penser s'il y a une autre moyenne. Mais je pense que si on applique un retour, elle sera toujours tenue en compte. Bon, ça, c'est pas non plus la bonne chose. Après, je dois dire, par exemple, dans ces cas spécifiques, vous pouvez indiquer au niveau de l'appui, voilà, une rigidité différente, mais ça, c'est un cas spécifique, ça va appliquer la rotule. Ici, je dirais que non, je suis en train de penser. Un test que vous pouvez faire, ça pourrait être de dire, effectivement, ça pourrait être de dire, je vais prendre les mêmes poteaux, je vais les copier au même endroit, et dans une, je vais appliquer un retour, dans l'autre, non. L'unique chose qu'il faut faire attention, c'est si après vous lancez un contrôle, je ne suis pas sûr qu'il le fasse.
Je vais regarder si je copie, car on ne peut pas trop. Alors, je vais tester, hein, tout simplement. Je vais copier la photo ici. Je vais appliquer un retour. Hop. Debout, au fond plutôt. Voilà, je vais les remettre au même endroit. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse. Non, elle va prendre qu'un seul élément. Donc oui, là aussi, il faudra utiliser quelque chose une possibilité légèrement différente. Donc vous allez créer soit l'élément légèrement plus court, ça peut être une première option. Soit je pense si vous allez appliquer la même section, mais vous allez juste l'indiquer comme section nouvelle, ça pourrait être fait, mais je vais tester. Oui, là par exemple, il les garde car c'est deux sections différentes. Donc éventuellement, là, je peux appliquer, voilà, copier les données additionnelles, mais là, il y aura deux nœuds, donc il faut quand même toujours se rappeler que quand il faut donner les bonnes absences à les bons éléments, etc., etc. Une idée un peu plus simple, ça pourrait être quand même d'avoir cet deuxième élément légèrement plus court, ça va être plus facile à reconnaître, mais en général, ça pourrait être une possibilité. Donc, dans LC1, vous pouvez indiquer, par exemple, que c'est l'élément, j'ai pris en compte l'élément B2. Dans LC2, dans la phase 2, vous pouvez indiquer que NDE c'est pris en compte l'élément B6. Je pense que ça a répondu, mais voilà, comme je vous disais, merci de m'indiquer si ce n'est pas le cas. Voilà, donc vraiment des belles questions. Je vais les transmettre aussi au département produit. Je pense qu'il va être très intéressé pour cette possibilité. Et donc, il y a une dernière question. Voilà. Euh, je pense que je peux rester ici un après-midi, mais c'est bien. Quand même, si je ne vais pas répondre, si vous le voyez plus tard, si vous allez les revoir, etc., vous pouvez toujours nous écrire au niveau du support et on va transférer après votre requête au niveau du département de produit. Normalement, oui. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas, je vois absence de sous-région, mais on peut mettre une absence aussi sur les éléments 2D. Il n'y a pas là, car je pense que le modèle, il est juste un modèle portique. Mais si je vais changer en général, et je vais rentrer dans les absences, normalement, il devrait y avoir absence d'éléments 2D. Donc oui, vous pouvez supprimer des éléments 2D, des sous-régions, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, déjà, vous avez quand même pas mal de possibilités. OK? Bon, merci pour les questions. Je pense que ça a été très intéressant cet échange. Ça a duré quasiment plus que la, plus que la démo. Donc, c'est très, très bien. Et comme je vous disais, on cherche effectivement ça. On cherche d'avoir un retour des utilisateurs, des prospects, bien sûr aussi, sur les fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à nous les indiquer. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au niveau du support. Voilà, j'espère pas pour des problèmes, mais pour des suggestions, on peut dire, et à bientôt.